Aujourd'hui, à l'Aéropod, pour ce 68e épisode, on parle de l'un des moteurs les plus vendus au monde, le légendaire PT6 de Pratt & Whitney Canada. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à l'Aéropod, le podcast pour les pros de l'aviation de Mentor Aéro. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'on a tout un épisode pour vous. J'ai avec moi, en studio, Olivier Lacombe, le pilote désigné. Allô, prêt à parler du plus meilleur moteur au monde. André Allard, éditeur, j'allais dire en chef des Ailes du Québec. Oui, c'est moi qui dirige tous les rédacteurs des Ailes du Québec. C'est ça. Right. Et Olivier Blanc. Et Grégory. Non, l'ineffable. T'es partout. Oui. Grégory Blanc, président de Mentor Aéro. Hey, bon après-midi. Salut. OK. Donc là, maintenant, tout le monde sait qu'on n'enregistre pas le matin. Ouais. On est de retour en studio. Oui. Tout le monde est vacciné. On est fou comme de la... Oui, vacciné contre la diphtérie, la rage. On est fou comme de la M-word. Exactement. Je suis venu te chercher du B-roll tantôt à l'aéroport. J'en ai profité. On ne se peut plus. Non, écoute, non, la folie furieuse. Ouais. Quel plaisir. Puis en plus, on a un sujet. As-tu été enregistré le Bell 212 qui volait, André? Non, je l'ai manqué celui-là. Mais quel... Un petit duo. Ça vole avec quoi, un Bell 212? Ouais. D'après moi, c'est un Garrett à droite puis un Turbomeca à gauche. Dehors, sors d'ici. D'accord. Sors d'ici. Je suis d'accord, moi je vote pour ça aussi. Hey, c'est les... on va jaser ça fait 60 ans que... Le PT6 a fait son premier vol. Ah ouais, dis-nous ça avec ta voix radiophonique, là, Claudia Ouellet. La voix d'FM. Ouais. Dernièrement, c'était les 60 ans du PT6 de Pratt & Whitney Canada. The Aircraft, The Engine. 60 ans du moteur. C'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs étapes de développement, là, mais disons du premier vol d'essai, n'est-ce pas? Exact. La commercialisation est venue en 64, mais 61, c'est vraiment monté sur un... Type Certified le 20 décembre 1963. Greg, peux-tu nous parler... Comment ça fonctionne un PT6? C'est quoi le... Mais avant de se rendre là, on va juste faire un petit passage par Pratt & Whitney tout court. Oui, parce que c'est important d'en parler de comment le faire, le PT6, mais il faut savoir d'où ça vient. Exactement. OK, j'ai sauté une étape. Ben, en fait, c'est juste parce que je trouve l'histoire intéressante dans le sens où, à la base, Pratt & Whitney n'existait pas et ne fait pas partie de ces premiers pionniers des années 1904, on ne dira pas 3 parce que 4, c'est... Genre Anzani puis des patentes de même, là? C'est ça, parce qu'en fait, on se rend compte que l'idée de créer Pratt & Whitney à la base, fait que là, il n'y a pas encore de Canada ou quoi que ce soit, le Pratt & Whitney tout court, là, vous savez tous, chers collègues, que c'est Frederick Rentschler, un ingénieur qui travaillait chez Wright Aeronautical. Chapeau. Donc Wright, la compagnie qui fabriquait des moteurs Wright et des moteurs en étoile. En étoile? De quoi? En étoile? En étoile, exactement. Oui, on est au Québec, s'il vous plaît. Donc, il travaillait chez Wright Aeronautical. Il a quitté en 1924 parce qu'il ne comprenait pas du tout où la compagnie s'en allait. Je trouve ça un peu bizarre parce que tu fabriques des moteurs, fait que je pense que c'est où tu je parle pas sur les Wright. C'est bon. Et quitte en 1924, puis il décide, tu sais, lui, c'est un ingénieur aéronautique, il dit, moi, dans la vie, ce que je fais, c'est que j'aéronautise. Donc, j'aimerais ça continuer à fabriquer des moteurs, puis ça a l'air que le petit monsieur, il était pas bête. Donc, il décide d'aller voir une compagnie de tooling qui avait une excellente réputation à l'époque, et je n'exagère pas, une excellente réputation, et cette compagnie s'appelait la Pratt & Whitney Tooling Company. OK. Fait qu'il va les voir, il leur dit « Hey, j'aurais besoin de deux choses. J'aurais besoin d'une place dans votre petit coin là-bas. Là. J'aimerais ça fabriquer des moteurs et j'aimerais beaucoup utiliser votre nom parce que votre réputation, elle est exemplaire dans l'industrie. » Et donc, c'est quoi la date exacte? Là? Je la cherche, je la veux. Là, 24, 25? Non, il quitte en 1924. Ah oui, excusez-moi. Le 23 juillet 1925, la compagnie
Pratt & Whitney Aeronautical. En fait, c'est plus Pratt & Whitney Aircraft Company est créé. Donc là, c'est de là que l'histoire part. Et petite anecdote rattachée à cette introduction-là, ça prend combien de temps à développer, designer un moteur, Olivier, dans ces années-là? C'était pas long. C'était pas long, effectivement. Juste pour vous donner une petite idée, OK? La compagnie a été créée le 23 juillet 1925. On sait qu'il y a un appel d'offres pour la Navy qui s'en vient pour un moteur. La Navy veut un moteur qui tourne autour de 300-400 chevaux. Ils décident d'embarquer dans cet appel d'offres-là. Et le prototype vole le 29 décembre 1925. Ça fait même pas 6 mois. Est-ce que ce serait un moteur qu'on pourrait appeler de Non. R1340? Mais est-ce qu'il utilisait Katia pour réussir à Je pense dessiner que c'était sur Renovia, rendu là. C'était Sonia, puis Ouais, c'est ça. Nadia. Fait que là, on a le prototype donc tourne le 29 décembre 1925, 380 chevaux. Ce moteur-là vole pour la première fois le 25 mai 1926 et ça deviendra, c'est le début, c'est le premier d'une longue série de moteurs qui va s'appeler le Wasp. Et voilà! C'est le premier 1340. Yes sir! Après ça, il y a eu le Hornet aussi qui a suivi. Donc, c'est de là que tout a commencé. Tout vient de là, de ce monsieur-là qui a décidé d'aller voir une tooling company, d'utiliser leur nom et de... Il a fait comme M. Hughes a fait, mais en allant quêter chez les voisins et non en allant skater chez lui-même. À peu près, ouais, c'est ça. Et là, pendant les années de guerre, dans le fond, et à la suite, on bâtit ces moteurs-là et on finit éventuellement, puisqu'ils ressemblent à être en fin de vie, à faire juste des pièces de rechange. OK. Alors, on continue. Oui. Éventuellement, longue histoire courte, l'armée canadienne va acheter, je pense que c'est un avion qui est équipé d'un moteur Wasp. Et déjà à cette époque-là, le Canada avait dans l'idée que si j'achète tes produits, on peut-tu s'organiser pour que la maintenance, l'entretien, le support technique, les pièces... Cet avion-là vole toujours au sein des forces canadiennes. Non, c'est une blague. Ouais. Il songe à le remplacer d'ailleurs. Par le F-35. Non, on va garder le même avion, on va juste remotoriser. Fait que déjà à cette époque-là, l'armée canadienne avait déjà en tête les fameux offsets qu'on appelle. Donc, on a demandé à Pratt & Whitney ce serait-il possible de faire entretenir ce moteur-là ici au Canada. Et c'est comme ça que c'est parti. Dans un coin de shop loué dans une fabrique à Longueuil. C'est le bord de la 132. Qui est sur le bord de la 132. Fait qu'on louait littéralement un coin de la shop. Il faisait autre chose à côté. Il y avait une clôture en grillage. Et tu avais Pratt & Whitney Canada qui est parti comme ça. C'était en 1928, si je ne me trompe pas, ça? Il me semble, oui, c'est ça. Pratt & Whitney Canada, Ouais. fondation. Donc, c'est à partir de ce moment-là que Pratt & Whitney Canada, puis ça a changé de nom une couple de fois parce que Pratt & Whitney US, là, ça s'appelait pas de même, c'était Pratt & Whitney tout court. Là. Petit fait intéressant, Pratt & Whitney faisait à une certaine époque, là, a fait partie en fait d'un consortium qui est devenu Limite Cartel. Oui, en fait, c'est ça. Hein, c'est United Aircraft Technologies. Oui, c'est la United Aircraft Transportation, UAT. C'est ça, mais c'est M. Boeing. Oui. Lui, c'est un fin finot. Lui, s'est dit, attends, moi, j'ai besoin de clients pour mes avions. Fait que je vais partir d'une compagnie aérienne. Oui. United Airlines. Et j'ai besoin de moteurs. On va acheter Pratt & Whitney. J'ai besoin d'hélices. On va acheter Hamilton Standard. J'ai besoin de... Il a tout acheté ça. tellement Il pas faisait ça. des avions. OK. Et puis là, c'était un monopole. C'était un Ouais. cartel avec lui-même. Parce Ouais. qu'il faisait, mettons, un Boeing 247 avec des moteurs Pratt & Whitney, des hélices Hamilton Standard qui Ouais. étaient vendus à United. Puis là, ça tournait tout ça. Mais le gouvernement a fait, oh, un instant, là, ça ne Ouais. marche pas de même. Là. Quand En est-ce fait, qu'il s'est fait enlever United? Là? Mais ils ont brisé la compagnie. ils ont brisé la compagnie. Il y a Ok. United Airlines qui est allé dans son coin, Boeing dans son coin, puis le reste de United Aircraft, ben Sikorsky, Vought, tout ça, Hamilton Standard, Ils ont- Pratt & Whitney. Tout est parti tout seul. Ben, il s'est resté un peu ensemble là, pour certains éléments. D'où le nom United Technologies qui a survécu Oh, oui, c'est des jusqu'à restants de ça. Oui, Ouais. exactement. jusqu'à 2020. Tout Oh, à ouais. fait. Fait que ça, Aujourd'hui, c'était on pour Big dirait- Pratt aux Ouais. États-Unis. Aujourd'hui, on dirait intégration verticale, genre SpaceX. Ouais. Mais Ouais, c'est ouais. dans ce temps-là. Avant, on disait cartel. Oui, non, mais en fait, c'est que si aujourd'hui, ça serait possible. Non, je comprends ce que tu Parce que dis. c'est exactement ce que SpaceX fait.
Ils sont intégrés verticalement, puis ils font Puis tout. en fait, tout ça, cette affaire de cartel-là vient du fait que le gouvernement subventionnait à fond la caisse le courrier postal. Ouais. Et ce qu'ils espéraient, c'est qu'à travers ces contrats-là, les compagnies qui obtenaient les contrats redistribuent l'argent. Tu sais, achètent un peu à toi, un petit Mais peu à Boeing toi, avait catché la manœuvre. Oui, ouais, effectivement. Mais aujourd'hui, Boeing. ça marcherait parce que c'est exactement ce que SpaceX fait. Ouais. Ouais. OK. Fait que là, on s'en va un petit peu plus loin. Après la guerre, on continue à faire de l'overhaul. Donc, au Canada, pendant la guerre et après la guerre, on fait de l'overhaul de moteurs à piston. Ça roule à fond la caisse. On est très bon. La Pratt & Whitney Canada là, a une excellente réputation dans le circuit. Là. En fait, déjà à cette époque-là, c'est vraiment drôle parce que je l'ai vu à une coupe de place, cette affaire-là. On disait que même à cette époque-là, Pratt & Whitney Canada avait une tendance à faire de la surqualité. Je trouve ça drôle parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Culture d'entreprise, que ça s'appelle. Oui, effectivement. Les gens étaient très fiers. Ça a été très, très fort chez Pratt Canada. Là, le sentiment d'appartenance, le travail bien fait. Tu sais, là, tu restais jusqu'à ce que ce soit fini. C'était pas une question. Tu te posais même pas la question. Tu sais, c'était... Fait qu'éventuellement, bien évidemment, avec l'arrivée des jets, des moteurs jet, on a Pratt US a commencé à s'est lancé là-dedans à fond, bien évidemment. GE, la même chose, Rolls-Royce, etc., etc. Donc là, il a commencé à y avoir un petit peu moins de jobs pour Pratt Canada. Puis on s'est mis à réfléchir, à penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. On a lancé l'idée qu'on pourrait arriver avec une petite turbine pour remplacer ces moteurs à piston-là. Donc, on surfait un petit peu sur la vague là, du Jet Age puis tout ça. Là. On voulait notre part du gâteau, nous autres aussi. Mais toujours dans la petite turbine parce qu'on était le petit frère ou le petit cousin, appelle ça comme tu veux, là, du Canada. Là. Soit dit en passant, dans tout ce que j'ai lu sur Pratt at large, là, donc US et Canada, jusqu'à le plus tard que j'ai lu, donc à peu près le milieu des années 80, il y a toujours eu une excellente relation entre Pratt US et Pratt Canada. Fait que je sais qu'aujourd'hui, des fois, c'est pas toujours rose, fait que je sais pas quand est-ce que ça s'est détérioré, mais les années 60, 70, tout ce que j'ai lu tente à prouver que Pratt US et Canada avaient une très bonne relation. Puis ça, c'est important de le mentionner parce que c'est eux qui ont donné le feu vert pour lancer les recherches, la recherche et développement sur le PT6. Et qui, après ça, sont venus le supporter cette R&D-là de manière importante. Quand on regarde justement, puis qu'on arrive au PT6, dans le fait, Pratt & Whitney, c'est un exemple de multinationale qui s'est implanté ailleurs, mais qui s'est pas contenté de ramasser l'argent dans le pays étranger puis de s'en aller après Il y a eu beaucoup de recherches et de développement qui se sont faits et d'investissements qui se sont faits au Canada par Pratt & Whitney. Entre autres, c'est parce qu'on avait un excellent corps gouvernemental qui supportait la recherche, c'est le CNRC. Oui. Donc, on sait que l'équipe du PT6 a été composée en partie de gens du CNRC. Il y avait Thor. Effectivement. Thor faisait partie de... Et a été grandement supporté par l'organisation. D'ailleurs, ça a été même une histoire de financement conjoint un peu complexe. Mais bref, c'est très intéressant. Mais on avait des institutions gouvernementales fortes qui ont été très bien perçues, dont on avait perçu la valeur à l'extérieur. Là. Donc, une histoire de succès total. Et on continue dans cette veine-là. Il y avait aussi le fait non négligeable, très important, on l'a vu avec le Avro Arrow. Au Canada, on formait et je pense qu'on le fait encore, là. On forme et formait à cette époque-là de très, très bons ingénieurs. Mais on avait aussi de bons artisans. Donc, les gens qui construisaient et qui réparaient étaient reconnus ici. Donc, c'était un perfect storm. Bref, on avait... le fédéral avait une vision des choses à ce moment-là. Oui. Puis on savait où on s'en allait. Et ça a permis d'avancer. Absolument. Oui. Donc, l'étude au niveau du PT6 commence aux alentours dans l'année 58. Même un petit peu avant, là, encore une fois, les dessins sur les napkins puis tout ça. Là. Mais disons plus sérieusement, puis quand je dis plus sérieusement, c'est parce qu'on gèle certaines configurations, on fait des choix. Puis, by the way, le programme PT6, ça s'appelait pas le PT6, là, c'était le DS10, le moteur, comment il s'appelait sur papier. Le fait, par exemple, d'aller avec un design free turbine, une turbine libre, on a pris cette décision-là en novembre 58. Donc là,
pour plusieurs raisons, dont entre autres pour un principe de simplicité. Vous vous doutez bien, sans être ingénieur, que en ayant 2 arbres qui partent chacun de leur côté, au lieu d'avoir un arbre qui passe un dans l'autre, on décomplexifiait le système. On l'allégeait. On l'allégeait, effectivement. Puis si vous voulez voir ce que ça donne, l'opposé, un shaft un dans l'autre, ben juste à penser au PW100. Ce sont tous ces 3 arbres qui passent un dans l'autre. Donc plus complexe, plus lourd, etc. Sur le PT6, c'est pas ça qu'on voulait. On voulait quelque chose de très léger. Et en fait, ça a rapport un petit peu au côté commercial de ça. Un des freins qu'on avait du point de vue des opérateurs pour acheter des petites turbines, c'était la peur de la complexité et du coût d'entretien. C'est une des choses qui retenait ces gens-là d'aller à fond dans l'avenue des turbines. Donc, dans le fond, on essayait un peu de mitiguer les risques commerciaux en ajustant le design. Oui. Puis le dernier gros choix, grosse décision qu'on a prise, le 25 novembre 1958, on a la date exacte parce que ça a été le point tournant du design au niveau du PT6, c'est le fameux reverse flow, donc la chambre à combustion qui est inversée. C'est cette décision-là qu'on a prise. C'était dans le but de raccourcir le moteur encore une fois. Donc, c'est ce genre de choses-là qui se tramait fin des années 50. Juste pour vous donner une petite idée, là, décembre 58, budget préliminaire, attention, on avait 4,4 millions pour designer 4 prototypes et 2 millions pour designer des installations. On n'avait pas de test cell, on n'avait rien. Ça, c'est le budget initial. Je pense que ça a été amorti, ça. Quelque peu. Ça a bougé un petit peu avec le temps quand même, là. Parce qu'après ça, quand le fédéral s'en est mêlé puis tout ça, les coûts ont augmenté un petit peu, mais Pratt US a embarqué aussi. Oui. Ils ont envoyé de l'argent, ils ont envoyé des ressources pour améliorer le processus de développement. Parce qu'on avait aux États-Unis à ce moment-là des ingénieurs qui savaient faire du développement, pas juste du design. Exactement. On avait une très bonne équipe. Là. Donc, je le mentionne encore une fois, à cette époque-là, Pratt US était à fond la caisse dans le projet. On a même une fois où ça allait pas super bien, on a voulu éteindre le feu. Quelqu'un d'ici a voulu couper court au programme. C'est le grand patron de Pratt US qui a dit non, on continue. Il y a quelque chose avec ça. On ne sait pas quoi encore, mais il y a quelque chose avec le PT6. Un complexé d'ici qui pensait pas que ça arriverait, que ça marcherait? Probablement quelqu'un qui se retrouvait au milieu du règne, juste avec les coûts puis pas avec les bénéfices, là, quelque chose comme ça, mais qui a été remplacé peu de temps après, si je me rappelle bien. Puis pour revenir avec mon affaire de budget, le budget final, on l'estime à peu près à 21 millions finalement. Donc 21 millions des années 60, c'est quand même très significatif. Attention, c'est ça, exactement, parce que ça, c'est en dollars 1960, là, à peu près, 63 peut-être. Là. Donc, rajouter l'inflation depuis ce temps-là, vous allez avoir une idée du coup. Ouais. Moi, ma question, c'est... la légende a dit que le compresseur centrifuge dans le PT6, c'est le même qu'il y avait dans les compresseurs, les suralimenteurs des moteurs à piston. Non. Pour la simple et bonne... en fait, on s'entend qu'un rouet en français. Le compresseur centrifuge, le design est sensiblement le même. Là. En studio, je pourrais t'en sortir un d'un pas Pratt. Là, puis tu vas voir que, mon Dieu, c'est... semblable. Ça ressemble pas mal. La grosse différence, c'est que les impellers qui étaient installés sur les superchargers sont la plupart du temps, puis ça a peut-être changé avec le temps, mais à cette époque-là, ils étaient castés. Ils étaient coulés. OK. On s'est rendu compte que à la vitesse, ça tourne. Les premiers PT6 tournaient aux alentours de 25-26 000 tours. L'impeller se désintégrait, donc on a été obligé de le machiner. Probablement que les premiers, ils ont juste pris ça, puis après ça, ils se sont rendus compte que... Oui. Dès les premières runs, là, les impellers se sont désintégrés. Il y a de très belles photos dans les quelques livres qui traitent du sujet. Là. Vous voyez des impellers qui ont explosé littéralement. C'est des photos d'un massacre, c'est ça. Oui. Donc là, on a été obligé d'y aller avec du forgé et donc automatiquement du machinage. Machinage. Ouais. Tout à fait. On avait changé aussi, on est passé de l'aluminium au... On est passé de l'aluminium au titane. Voilà, merci. Okay. Qui était beaucoup plus résistant, résistant un petit peu plus à la corrosion aussi. Ouais. Sauf au marqueur Sharpie. Ça dépend des générations. Oui. Sur le PT6, ceux qui nous écoutent et qui en font, là, qui travaillent là-dessus, là, vous savez que le stylo, le crayon par excellence, c'est le crayon en argent.
Donc, vous pouvez en acheter des Crayola. Il y a Crayola en fait un en argent, là, avec du vrai argent dedans. C'est ces crayons-là que tu peux acheter. D'accord, cool. Je savais pas. Tu peux pas utiliser Sur le PT6, le Sharpie n'est pas autorisé. Ah ouais? Sur le PW100, le Sharpie, tu peux. Parce que un bloc quand ils ont fabriqué le Blackbird, ils avaient de façon plus ou moins frauduleuse acheté du titane en Union soviétique. Ah, tiens. Et puis un bloc de titane, là, genre de 4 pieds d'épais, là, un Sharpie, là, une ligne dessus, puis la ligne elle passe au travers du bloc de titane. Quand il est pur, quand il n'est pas encore en alliage. Ah oui, hein? Ah ouais? C'est l'alcool? Aucune idée, mais ils s'aiment pas. Là. Il paraît que ça altérait le métal. Ouais. Fait que quand vous allez voir dans un musée, puis un Blackbird, arrivez avec votre Sharpie, puis allez Dessiné sur le titane. Oh mon Dieu Seigneur. voir ce qui va On vous aime arriver. ça beaucoup que tu incites à la violence face à des C'est avions pas historiques. la violence, là. la violence, c'est l'auditeur qui va la recevoir, pas l'avion. L'Association protectrice des avions va t'appeler, toi. L'Association protectrice des morceaux en titane. Donc, les prochains qui vont au Smithsonian, on attend de vos nouvelles. Exactement. Ça va être super. C'est comme les champions qui... pas une dame qui avait fait un baiser en rouge à lèvres sur une œuvre Je sais pas trop. du même calibre. Bref. Whatever. Non, ne faites pas ça. Petite question pour vous. Je sais plus. Il faut que je tourne ça en question, mais... Oui, vas-y. Selon vous, là, le PT6, la première itération, là, c'était-tu sous la forme d'un turboprop ou d'autre chose? Un turbomoteur? Ah non, je le sais, moi. Ah ben là, Triche. parce que tu vois mes notes. Non, c'est pas parce que je vois tes notes, c'est parce que je l'ai lu. OK. C'était un shaft. C'était un turboshaft. Les premières Ah ouais? idées d'application, On dit elles étaient pour des turbomoteur. hélicos. Oui, mais il a raison. Il a raison. Hey, non, mais... Tu gagnes de On On coloniser. parle Il avait ça raison. professionnel, là, ou... Oui, c'est vrai, turbomoteur, t'as raison. Fait que c'est... Flança. Fait que les premières applications, ça n'a pas fonctionné, mais on se remet encore dans cette époque-là. C'était la grande époque des hélicoptères et des hélicoptères légers. N'oubliez pas aussi qu'on se rapproche tranquillement de la Guerre du Vietnam. la guerre du Vietnam. Donc, la cavalerie aéroportée est en train de se placer tranquillement. D'ailleurs, on le voit dans le film avec Mel Gibson, là, We Were Soldiers. Ouais, je sais pas quoi, ouais. là. On voit Ben, les Américains ils ont repris les idées des Français en Algérie, Oui. puis ils l'ont appliqué à Exactement. leur sauce Yankee. Du point de vue commercial, en Avec fait, un ce qu'on gros se budget, disait, c'est ça que ça c'est veut dire. Ouais. le seul moyen de passer par-dessus la résistance au changement et tout, c'est d'avoir un client qui a un énorme budget puis des besoins techniques qui sont plus importants que combien ça va coûter. Ouais. Qui d'autre que l'armée? Comme Exactement. d'habitude. Puis ça, ben, il y a des petits... Et qu'il y avait un appel d'offres pour des hélicoptères à ce moment-là. Juste voir Olivier, toi qui es aussi un pilote d'hélicoptère. Respect. Ouais, ben, mes hélicos que j'ai volés avaient des moteurs à piston. Ouais, mais c'est pas grave. Serais-tu capable de me nommer un des 4 programmes sur lesquels le PT6 on a tenté de le faire, de l'installer, là? À cette époque-là. Là, on parle d'à peu près début des années 60. Là. C'est peut-être pas le Hailer, genre un UH-12, un Bell 204, 202. 202. Belle 202. 202. Ça a pas, mais ça a été de courte durée. Ça n'a pas marché, ouais. Je pense qu'ils Ils ont ont mis même un pas installé le Allison moteur. dessus. Puis, qui c'est que d'autre? Ben, en ce temps-là, il y avait le 206, Nope. mais ça, c'est plus tard. Plus tard. Puis le OH6, mais ça, c'est plus tard aussi. Oui. C'est en même temps Fait que que le le... Hailer, tu as entièrement raison. Il y a eu le Piasecki 16H. Il y a eu le Lockheed XH51. Oui, ça, c'était hot, ça. Oui, parce que Hélicoptère composé, le rotor était drivé par un PT6. Puis après ça, il y avait des JT12 pour le faire avancer plus vite. Ouais. Hélicoptère composé Une avec bande? un rotor Ouais, rigide, monsieur. Et il y a eu le Kaman, le K1125 également. qui est devenu le Husky par la suite. Oui, exact. Mais c'était vraiment préliminaire, mais après ça, c'est ce qu'on a connu aujourd'hui avec les rotors qui se croisent. Là. Les synchroptères. Ouais. Syncroptère. Ouais. Fait que tout Cute. ça pour vous dire que ça a failli partir un peu croche, cette affaire-là, parce qu'aujourd'hui, le PT6, si vous demandez à quelqu'un, sais-tu ce qu'est un PT6? On va dire, ah ben oui, tu sais, King Air, tout ça, c'est King turboprop. Air. Le King Air. Mais ça a failli commencer en turbochauffe. Mais ça n'a pas marché. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu ces contrats-là. Ils ont perdu tous ces contrats-là. C'était les débuts donc des hélicoptères légers. Tout était absolument 100% subventionné par l'armée. Et ce que je vous dis là, c'est important. Pourquoi? Parce que sur ces hélicoptères-là, certains d'entre eux, on a fini par installer une autre petite turbine que vous connaissez, qui s'appelle Allison. le Allison 250.
Et je tiens ici à mentionner, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, que vous savez très bien que les États-Unis ne subventionnent pas la recherche et le développement civil. Jamais. Ils ne subventionnent que la recherche militaire. On sait qu'il n'y a aucun transfuge. Absolument. Et le Allison 250, plus connu sous sa dénomination T-63, a été à 100% financé par l'armée. Et c'est retrouvé sur quel modèle civil? On a retrouvé ça sur le Bell 206, entre autres, le 407. C'est des itérations, on s'entend, mais quand ton programme de départ t'a rien coûté, c'est sûr que ça aide. T'sais. C'est facile de... Le Allison 250, c'est le genre 206, 200... le 407. 407. Il y a aussi le 406, oui. Le 401, le 400... Le OH58D, là, qui a comme 400 quelque chose. Le 402, une patente de même. Ouais. Il y a le U500. Le U500. OH6, MD900 et compagnie, là, tout ce qui est découlé de ça. Et même le R66, qui a une version du Allison 250. Avec maintenant Rolls-Royce, là, mais oui, absolument. C'est un R300, mais c'est à la base, c'est un Allison. Un Allison, tout exactement. à fait. Et là, après ça, là, oui. Qui a été la première personne visionnaire à voir ça comme une application commerciale? Est-ce que ce serait une femme par hasard? Est-ce que ce serait Olive? Est-ce qu'elle habite au Kansas? Est-ce que ce serait Olive? Ce serait Olive Beach a vu le potentiel. En fait, au départ, une conservatrice, disons, du point de vue de la technologie, suivait toujours une ligne, on développe très lentement, on adopte la technologie quand elle est éprouvée, etc. Par contre, pour ce qui est des turbines, savait qu'elle allait rater le bateau si elle attendait que la technologie soit éprouvée et a décidé de prendre un très gros risque. Absolument. On y est parti. Mais avant ça, il y a eu d'autres affaires, par exemple. Oui, c'est vrai. Elle avait vu des programmes prometteurs, disons, des tests prometteurs. Exactement. On est passé par le... On revient chez The Avalon, André. The Avalon avec le Otter et le Beaver, ouais, par là. C'est encore plus à l'ouest, là, maintenant. Ouais. On avait vu, elle a probablement vu les tests qui ont été faits chez The Avalon. Vous connaissez probablement le Beaver, donc on a essayé de turbiniser le Beaver. Donc le Turbo Beaver, premier vol 31 décembre 63. C'est important de le mentionner. Pourquoi? Parce que le Turbo Beaver, fabriqué en usine, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas fait beaucoup, hein? 60. Le Mark III. Ouais, ils en ont fait 60. Tous les autres, par la suite, tu te dis, non, il y en a bien plus que 60 qui volent aujourd'hui. Là, c'est tout du rétrofit. De chez Viking, là. Oui, entre autres. Donc, ça n'a pas marché, mais ça a été la première fois, la première vraie occasion pour Pratt & Whitney Canada pour tester, pour installer un PT6 pour faire une preuve de concept. Exactement. Mm-hmm. Et on a également travaillé chez The Avalon sur le Otter bimoteur. Ce n'est pas le Twin Otter. Ah, ça, c'était un avion bizarroïde, ça. Ouais. Il était bizarre avec les pattes toutes belles. C'était un Otter monomoteur, un programme de recherche des forces canadiennes pour des avions à décollage très, très court. Oui. Donc, passer un Otter qu'on a enlevé le moteur en étoile, qu'on a mis les moteurs sur les ailes, puis un autre moteur dans la queue pour souffler de l'air sur les volets. Oui. Des affaires bizarroïdes, là. Exactement. Mais c'est comme ça dans la queue pour souffler de l'air. Qui fait juste servir comme compresseur pour faire des volets soufflés. Les Russes ont ça aussi. Il y a eu des chasseurs, le Buccaneer, il y a eu ça aussi. Oui, le Buccaneer a eu ça, puis il y a un avion récemment que j'ai entendu parler, le A3D. Oui. Dans Fighter Pilot Podcast, ils ont parlé du Douglas A3D, qui avait des volets soufflés aussi. Oui. Dans le fond, on souffle par des tuyaux internes. Tu as de l'air qui sort dans sur tes volets. Puis ça permet de garder la couche limite collée plus longtemps. Le C-17 fait la même chose, mais sans le problème, juste avec la façon que les moteurs sont placés, ils arrivent au même effet avec le souffle des moteurs. Oui. Puis les Russes ont un avion avec les moteurs Ton Antonov 74. Oui, absolument. Lui, il utilise cet effet-là aussi. Oui, l'effet Coanda. Ouais. Henri Coanda. On va peut-être appeler le Harfang des neiges un jour, on ne sait pas. Ou le pigeon des slushs. Oui, aussi. Fait que ça, chez The Avalon, c'est une première percée. Ça a plus ou moins bien fonctionné. Avec le recul, aujourd'hui, on le sait que ça a bien fonctionné pour le Beaver puis le Otter. Il existe plusieurs versions turbinisées. Puis ceux qui l'opèrent turbinisé l'adorent. Donc, il y a certains transfuges qui ont osé mettre un Garrett là-dedans, mais on sait pas. C'est correct qu'on l'en veut. On l'en veut pas. Il y a un Beaver avec un Garrett.
Puis il le regrette amèrement. Les Otter, en fait, je pense pas. Non? C'est Texas Turbine qui fait la mode pour ça. Je crois que Simon, il y a 2 Otter avec des garettes. Je pense pas qu'ils aient. Ouais, il y a Norpac aussi qui en opère 2 avec des garettes. Pour certaines applications, il faut rendre à César ce qui était ça. Pour certaines applications, le garette est supérieur au PT6. Ouais, malheureusement, oui. Mais c'est pas ça T'es qu'on en train de parle. me dire que le PT6 n'est pas parfait? Le PT6? Mais oui, André. Ben, sur certaines applications, le gars. Non, ça, c'est un brain fart, ça. C'est pour ces applications-là, le PT6 est moins parfait. Moins parfait. OK. C'est un brain fart, Merci, André. j'aime mieux ça. J'aime mieux ça. C'est bon, Olivier, tu peux rester assis. Puis là, après ça, ben là, on arrive chez Olive, au Kansas, où là, Beach, Pratt a une très longue histoire avec Beach. Et encore plus, il y a eu encore plus d'amour qui s'est développé suite à l'arrivée du PT6. Il faut dire que le PT6, le bar d'essai, c'est un Beach. Oui. C'est un C45 Oui. qui est toujours à Saint-Hubert. Oui. Oui, après. Ça, c'est arrivé plus tard quand même. Là. Mais Oui, il est à l'ENA, cet Il avion-là. est à l'ENA, Oui, le Beach, le C45. Donc, le Beach de l'ENA, c'était un des bancs d'essai de Pratt. De Pratt. Mais c'est arrivé plus tard, ça. Oui, puis... Mais avant ça, vas-y, André. non, j'allais dire, à un moment donné, il y a un professeur, ils ont fait faire le ménage dans les choses qui traînaient à l'ENA, puis ils ont fait jeter tout le calling, tout ce qui avait été fait pour adapter le PT6 en avant, ça avait été jeté aux poubelles. Ah, ouais. OK. Oui. T'allais dire, Greg? Non, j'allais dire que chez Beach, ça a commencé avec donc Olive qui a eu de la vision. Il faut quand même aussi mentionner que l'équipe qui était en charge de vendre, d'essayer de brancher le moteur quelque part, là, a fait quand même de l'excellent travail. Ils ont eu du budget, ils ont fait le tour du monde. Là. C'était vraiment intense comme campagne. Exactement. Ça a été débile, la job qui ont été fait. Le défrichage qui a été fait pour vendre cette turbine-là. Là. Parce qu'à ce moment-là, le début des années 60 jusqu'en 1965, là, les gros moteurs à piston, Lycoming et Continental, faisaient la loi. OK? Donc, c'était de dire, on va changer une turbine pour ton moteur à piston. C'était, ah oui, pourquoi? Ça va devenir plus compliqué à entretenir. Tous nos techniciens ne savent pas travailler avec ça. Exactement. Vous voyez, nous, on a eu beaucoup d'avions moteurs à piston, puis quand on a rentré la première fois une turbine, on pensait que ça allait être compliqué. Finalement, on a fait comme, voyons donc, c'est une joke, là. Mais honnêtement, le moteur avait été pensé pour ça. Pas, non, c'est ça. Mais même maintenant, quand on sait, quand tu n'as jamais exploité une turbine, genre un PT6, quand tu rentres dans un hangar, c'est comme, là, OK, on va prendre nos outils, on va tout les jeter. Le démarrage, un moteur en étoile, ça fait 2 jours qu'il est sur la rampe, qu'il n'a pas bougé, là. C'est pas évident à démarrer. Non, c'est facile. Arrête-moi ça. C'est pas évident. Mais un PT6, par exemple, 2 jours Parce après. que c'est un WASP. Exactement. I know. Non, ça se part pas aussi. Moi, je trouve que ça se part mieux avec un PT6. Manque pas de courant. Ouais, mais ça... Ouais, écoute, j'ai déjà parti ça. un PT6 à pratiquement moins 30 pour ses batteries. Non, mais quelle mauvaise idée. Ça parti. Manque pas de courant. Ouais, Ouais, puis c'est ça. Puis un B100 avec des Quand garettes. tu le crains, là, tu lâches pas la switch, tu la lâches pas. Là. Ça je sais pas si à quel moment qu'on peut parler de ça, mais la facilité d'utilisation du PT6, là, c'est un moteur qui est blindé. Là. Oui. On fait des farces de pas manquer de courant, là, mais quand je volais le TBM, le moteur était lent à accélérer quand il faisait froid. Puis un gars de Pratt&Whitney qui nous avait dit, ceux qui connaissent ça, on a un levier de condition qui est comme un peu le levier de mélange sur le moteur à piston, mais sur la turbine, la condition. Il avait dit, c'est pas compliqué, quand il fait froid, au lieu de partir à low idle, tu t'envoies directement à high idle. Puis là, on a commencé à penser à ça, on s'est dit, attends un peu, si on fait ça de même, qu'est-ce qui arrive avec le moteur? Puis la façon que c'est fait, c'est que le PT6 est tellement fait simple qu'on pourrait même, on peut le partir avec le mélange déjà activé avant même de commencer à démarrer, parce que tant qu'il n'y a pas de pression d'essence, les ressorts dans le système d'injection d'essence ne s'ouvriront pas. Le flow divider n'envoie pas de fuel. Il n'y a rien qui se passe. Exact. Donc, c'est à peu près impossible de saboter un démarrage sur un PT6. Non. Puis de temps en temps, tu as des petites flammes qui sortent, mais c'est correct. Oui, une fois avec un King Air, on était l'hiver, l'avion était complètement glacé. Et puis, j'ai dit au commandant, mets ça sur high idle. Ça a cassé de la glace sur les fuel nozzles. Et puis, il y a du feu bleu que sur des tuyères. Moi, je regardais les instruments pour la température dans le moteur. Ça n'a jamais rien fait. Le moteur s'en est jamais rendu compte. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Assez impressionnant. Moi, j'ai vu ça une fois. C'est parce que le condenseur, tu sais, pour les bougies d'allumage, commençait à faiblir. Alors, ça a été long avant que les bougies d'allumage fournissent suffisamment d'étincelles pour
pour mettre le feu. Ça fait une boule de feu jaune. Ouais, alors là, le moteur crache une petite boule de feu. Le King-Air en question, il faisait ça aussi. Juste une petite boule de feu. Jusqu'à temps qu'on change la boîte d'excitation, là. Oui. Mais quand ça avait fait des flammes bleues, là, c'était vraiment impressionnant, surtout de nuit. Là. 4 pieds de feu bleu chaque barre du moteur. Oui, c'est assez. Mais c'est un moteur qui est très permissif. Ouais, c'est ça, qui est bon. Honnêtement, là, tu fais pas ça trop souvent. Mais une fois. Tu sais, la légende veut que tu peux faire tourner des PT6 avec des barreaux de chaise. Fait que sac ça dans le réservoir, puis ça va partir. Ça marche bien avec des bouchons aussi. Absolument. Tu peux laisser le bouchon dans l'intérieur, tu pars le moteur, ça ne change rien. Absolument. C'est quand même important. Là, je vous avertis à l'avance, on ne fera pas toute l'histoire jusqu'en 2021. Là. Mais c'est parce que les débuts sont importants, parce que le programme a failli mourir plusieurs fois. Puis c'est ça qui est... Ils ont failli manquer de batterie. Oui, pas mal. Fait que l'histoire avec Beech, là, c'est qu'on a finalement réussi à convaincre Beech d'installer Olive. Sur quel avion? Sur le Queen Air. Ouais. C'est comme un King Air, mais avec des cabines window carrées. Il y a un modèle 65. Oui. Qui était équipé à la base d'un Lycoming 340. De 2 Lycoming 340. Des GSO 480. Est-ce que c'est bien la Queen qui servait de Jack of all trades pour l'armée américaine? Oui. Ah, c'est ça. Fait que donc, l'intérêt de partir de ce modèle-là, c'était il est tellement utilisé à toutes les sauces. Il s'appelait le L23F. Oui, c'est ça. Que s'il devenait plus performant avec une organisation qui a les poches très profondes, ça pourrait fonctionner. Oui, effectivement. Puis l'avion qui se sont servis pour aller vendre ça aux militaires, c'est qui était immatriculé NU-8F. Puis je le mentionne parce que c'est probablement l'avion de Beech le plus connu aux États-Unis, parce que c'est ça qui a vendu le... Oui, en fait, on regardait pour les remplacer du côté de l'armée, puis on s'est dit, ça a tellement bien fonctionné, si on pouvait juste le rendre un petit peu plus performant, mais garder tout ce qui était parfait. Oui. Puis là, le moyen de faire ça, c'est de mettre une turbine dessus. Puis l'avion, le NU-8F, cet avion-là en particulier, l'armée américaine s'en est servie pour faire un paquet de tests. Dont certains dont on n'a aucune idée. Ils sont partis avec l'avion, ils ont fait des affaires, ils sont revenus, il y avait des trous dans le plancher, des affaires, vous avez fait quoi? On peut pas te le dire. OK. Puis il a été remis à la US Air Force le 12 mars 64. Puis il est revenu plusieurs fois chez Beech, là, dont entre autres avec des modifications dont on ne savait pas c'était quoi. Et il a été envoyé au musée en 85. Donc cet avion-là existe encore, puis c'est lui qui a parti tout ça. Avec l'approbation des militaires, avec le fait que les militaires ont quand même commandé, juste pour vous dire, là, pas loin d'une centaine de King Air sous toutes ses formes, là, qui découlent donc de ce Queen Air modifié. Fait que c'est en ayant l'approbation des militaires, en étant reconnu par l'armée américaine, le succès commercial du PT6 et de Beech, en fait, les deux sont associés parce qu'on parle de 7500 exemplaires au total pas de moteur, de King Air équipé de Pratt & Whitney. Ceux qui se demandent comme le King Air 100, 200, le Queen Air 65, puis il y a eu le modèle 80. Oui. C'est 90. Après, ils ont commencé avec le 90, King Air 100, etc. Donc, c'est ce chiffre-là, si vous demandez d'où ça vient de là. Puis les premiers King Air d'armée américaine, c'était carrément des Queen Air qui étaient non pressurisés. Oui. Donc, c'était un King Air 100 avec des châssis carrés puis 2 petits PT6. Tout à fait. Et c'était le modèle 90, je veux dire. Oui, puis le modèle qui était installé là-dessus, c'est des PT6 A6. Puis là, on est parti avec le King Air 90. Le King Air 90, on l'a sorti en août 63. Pratt, ça c'est intéressant, encore une fois, Pratt vendait ses moteurs, le moteur 25 000 $, 25 000 US à Beech. Il coûtait 21 000 à produire. On a changé nos marges depuis. Et pourquoi je vous mentionne ça? Pourquoi que c'est important de savoir ça? Tout simplement parce que c'est à partir de ce moment-là que Pratt a décidé de fabriquer toutes ses pièces, ou presque. Intégration verticale. Exactement. On avait compris que c'est l'aftermarket qui faisait la différence sur le bottom line. Oui, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte que, pas qu'on s'est rendu compte, mais qu'on a décidé de s'équiper de machines-outils. Alors, on était en avance sur l'automatisation chez Pratt & Whitney Canada.
Oui, honnêtement, ça a été long à partir de ce que j'ai lu, de ce qu'on m'a dit. Ça a été un petit peu long parce qu'on a surfé longtemps sur le fait qu'on avait beaucoup de jobs avec de la révision de moteur à piston. Fait que ça ne valait pas la peine de s'équiper. Mais là, maintenant qu'on produisait un moteur, là, ça changeait tout. Puis à partir, grâce à Beech, donc c'est pour ça que tantôt je vous disais, Beech et Pratt ont une relation un peu bizarre. Là. Symbiotique. Oui, ben parce que c'est grâce à Beech qu'on a mis officiellement le PT6 sur le marché. Là. Mais également, c'est grâce à eux, à cause du prix qu'ils leur vendaient le moteur, c'est grâce à eux qu'ils ont pris conscience que il va falloir qu'on se réorganise un peu. Mais, vas-y, André. Mais il y a aussi le volume. Le marché après-vente, si tu as vendu 500 moteurs puis que tu fais 10$ de revenus, mettons, par moteur par année, c'est pas terrible. Si tu en as vendu 5000, ça commence à avoir... Et ça permet des investissements aussi. Et sais-tu c'est quoi qui drivait ça, André, ce raisonnement-là? C'est le fait que depuis le début, depuis M. Rentschler, là, Frédéric, là, Pratt a l'habitude d'inclure dans ses prix de vente sa recherche et développement. OK. Et également, le financement gouvernemental qui a été reçu. Parce qu'il y avait une structure de redevance au gouvernement du Canada, non? Oui, exact, oui. Tout dépendant de certains programmes, c'était in and out. Là. Ouais. Mais oui, absolument, tout à fait. Donc, que Pratt a fini de racheter il n'y a pas longtemps, 2-3 ans, qu'ils ont fini de racheter cette redevance-là, puis de dire, OK, on donne un montant forfaitaire, puis c'est fini. Sur les quelques 50 000 moteurs vendus, le gouvernement canadien a touché une redevance sur quoi à peu près 40-45 000 moteurs? Oui. Il me semble que ça s'est fini il y a 2-3 ans. Là, donc, mets-la juste à 1 000 $ la redevance par moteur encore aujourd'hui, et c'est des sommes considérables. Quand les gens se plaignent des subventions en industrie, des fois, là, il manque des chiffres. Il y a ça, mais en même temps, si on utilisait plus souvent ce modèle-là, je pense qu'il y aurait une meilleure acceptabilité sociale. Parce que c'était gagnant-gagnant. Là. Oh, très gagnant. C'est la loto. Puis, voulez-vous que je vous donne une petite anecdote qui fait qu'on aurait pu passer à côté de ça? La maquette, le mock-up, en bon français, exploratoire. Là, celui en plastique? Oui, absolument. Il y a une maquette exploratoire qui a été exposée en 1961 au NBA à Tulsa, Oklahoma. Ça s'appelait le modèle 120. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Olivier. Il était équipé, attention, tenez-vous bien, c'est pour ça que je vous dis qu'on aurait pu passer à côté de quelque chose de débile. Il était équipé de moteurs Bastan de Turbo Meca. Attends, là, tu parles d'un avion Beech, là. Oui, le King Air. OK. Parce que là, tu parlais de Pratt & Whitney. Moi, je pensais que c'était un mock-up de moteur. Non. Excusez-moi, pardon. Là, on parle d'un King Air. C'était la maquette qui a été exposée, c'était à cheval entre le 90 et le futur 100. Donc, on parlait de 6 à 8 passagers, fait que c'est plus le 100, en fait. Là. On l'appelait le modèle 120. Il a été exposé en 61, fait quand même de bonne heure. Mais ce qui est vraiment drôle là-dedans, quand je faisais mes recherches, je me suis dit, quoi? Dans le mock-up, au NBA, le mock-up était équipé de moteurs Turbo Meca. Fait qu'on a failli passer... puis on s'entend, là. Ils ont-tu fait ça pour fouetter Pratt ou même Allison à l'époque qui espérait vendre son Allison turbo-propulsé là, en version turboprop? Peut-être oui, effectivement. Est-ce que c'est l'armée qui a insisté pour avoir une turbine? C'est pas tout à fait clair, ce bout-là de l'histoire. Là. Oui. Des fois, là, ça fera pas grand-chose pour passer à côté de toi. Oh! Wow! Yeah! Olivier est en feu. C'est... Bleu? Oui, absolument. C'est hot. Là, j'ai une question pour toi, Grégory. Vas-y, je t'en prie. PT6A, oui. PT6B, oui. PT6C, oui. PT6D. Il n'y a pas de D. What's up? T. T. Il y a le PT6E, mais il n'y a pas de D. Il n'y a pas de D? Non. PT6A, c'est la version turboprop. Ouais. PT6B, c'est un turboshaft qui est équipé de sa propre gearbox. Donc, un turbomoteur d'hélicoptère, un moteur d'hélicoptère avec sa propre gearbox. PT6C, puis en fait, je pense, j'ai dit parce que je pense que le D existe, excuse-moi. Mais le PT6C et peut-être D, je ne me rappelle plus parce que c'est turboshaft. C'est un turboshaft, mais qui n'a pas de gearbox. Comme sur le Koala. Donc, il rentre directement dans la main dans la BTP. Exactement. Le E, c'est le PT6A, mais en version FADEC. Et le PT6T, c'est le bon vieux Twin Pack qu'on a dans les Griffons. Exactement, qui n'est pas tuable. Okay. Les Griffons ou le Twin Pack? Les deux. Ouais. Parce qu'il est opéré au Canada, il n'est pas tuable.
Ouais. Oh, il va toffer. C'est des bons hélicoptères. Ouais, non, mais c'est des bonnes machines. Puis les gars ont appris à l'utiliser puis à l'entretenir. Tout ça. À cette heure, c'est des champions du Twin Pack et du Griffon. Un autre point important, T-34C, ça te dit quelque chose, Olivier? Oui, Turbomanter. Oui, monsieur. C'était l'avion d'entraînement de l'Air Force qui, initialement, le T-34 tout court, était équipé de Continental 470. Au 470, 225 forces. 225 forces, c'est exactement. laborieux, un T-34A avec un O470. Absolument. Et là, Pratt leur a proposé, avec Beech, leur a proposé d'arriver avec des PT6 A25. 400 forces. C'est un moteur de 550 détaré en bon français à 400 forces. Fait que là, l'Air Force a fait comme oui! Mais c'est surtout la marine qui a eu les T-34C. Alors, PT6D, ça existe. Oui, c'est le... C'est le 114A. C'est donc basé sur un A114A, mais avec le second stage gear qui a été retiré. C'est pas le moteur du DHC-7, le D. Le D, il n'est pas installé sur le tiltrotor? C'est les C sur le tiltrotor. Sur la Augusta, le AW609, c'est des PT6C. C'est le moteur du Koala. Et le Soloid Dual Pack. Oh, ça, c'est une horreur, ça. Ben, c'est ça l'autre. Hey, le Soloid, c'est celui qui est installé sur le Caravane. Otter. Sur le Caravane. Mais sur le Otter aussi, avec c'est deux Ouais. PT6 avec une même gearbox. Là, puis, Donc, oui. ça, c'est un D. OK. Mais ouais. les T-34C, c'est surtout la marine américaine puis les corps des Marines qui sont utilisés. OK. D'accord. J'ai Parce dit que Air Force? Oui, les US Ouais, Air excuse-moi, Force, c'est la eux, Navy. Oui, ils étaient- oui. Non, t'as raison. Les C'est US Air dans mes Force, notes. eux, Là. ils pensaient que les hélices c'était pour les bateaux. Fait qu'ils provenaient avec des T-37. D'accord. OK. Jusqu'à ce qu'ils arrivent avec le T6. Avec le T6, exactement. Mais là, Oui, allez. est-ce qu'on est rendu à parler un peu de succès commercial ou t'es encore techniquement... Non, non. Après ça, les autres exemples que j'ai, c'est le fameux Twin Otter. Saviez-vous que le Twin Otter, les premières versions étaient à piston? Je l'ignorais totalement. On a décidé de le turbiniser éventuellement. Premier vol en 65. Parce puis, qu'en fait, aujourd'hui- dans l'aviation générale, Ouais, c'est plus facile de faire la liste des avions ou des appareils qui ne sont pas équipés de PT6 que absolument. de faire la Ouais, liste des équipés. tout à fait. Puis à cause du King Air, on peut dire que le PT6, c'est le roi du... Il y a beaucoup d'avions, excusez-moi, l'aviation. là, mais qui étaient un peu losers, que quand ils ont mis un PT6 dedans, c'est devenu des gagnants. Le Porter, Oui. le PC6, Oui. le TBM, qui était Oui, le oui. Mooney 301, que c'était une vidange. Quand ils ont mis le PT6, c'est devenu le TBM 700, Oui. d'où le nom 700. Le T25, Embraer T25, qui avait comme un Lycoming 540, puis là, ils ont mis un PT6, c'est devenu le Tucano. Oui. La liste est longue. là. La première version de Tucano est avec des 65. Le PT6 A65, c'est un moteur militaire. Ça a sauvé le programme du Tucano chez Embraer. Puis après ça, le Super Tucano est équipé de 68, qui est l'espèce de moteur 1900 de PT6. SHP, Oh là. my God, c'est une terreur, ce PT6-là. C'est malade. Il y a beaucoup d'avions comme ça qui étaient moribonds jusqu'à ce qu'ils en mettent un PT6. On est dedans. rendu maintenant à plus de 51 000, Alors, je pense. on y va-tu avec des chiffres, là? Des chiffres. 2021, j'ai les chiffres, là, c'est frais, là, sorti du four. Là. PT6, on a 94 moteurs certifiés depuis le début. 80 versions. OK? On a qui ont été installés, ces 94 125. sur 153 avions certifiés. On a actuellement, ça c'est pour le moment, là, 7900 opérateurs dans le monde, OK? Qui volent sur 19 923 avions. Quand même. On a en service 29 598 avions. Ça, c'est les moteurs, le nombre de PT6 en service actuellement. OK? Mais, attention, sur ces 29 000, presque 30 000 moteurs qui volent en ce moment, qui sont en opération, c'est ce qui reste des 62 068 moteurs PT6 bâtis depuis le début. Quand même. 478 786 635 heures de vol. Oui, et quel est le... Et on parle du PT6, on parle de fiabilité aussi quand Oui, on parle du PT6. absolument. C'est d'ailleurs le premier moteur qui a été autorisé à faire des vols IFR de nuit pour les avions monomoteurs. Oui. Avant ça, c'était impossible de faire des vols de nuit en IFR, surtout en exploitation commerciale,
quand tu avais un monomoteur. Oui. Parce qu'on sait tous que la nuit, si ton moteur lâche, puis que tu vois pas où tu t'en vas, ça va faire mal. En fait, la distinction, André, est plus que ça. Il faut que le PT6 ait été installé en usine. Oui, en Donc, plus de ça. Exemple, on prend un Porter, un PC6. Oui. On en prend un qui avait un moteur à piston, qui a été rétrofité avec un PT6. Il peut pas faire du IFR de nuit avec des passagers en commercial, mais un qui a une sortie d'usine avec une turbine, lui, il peut le faire. C'est le même avion. Donc, sur les turbos Beaver, il y en a juste une 60aine qui sont autorisés à voler de nuit. Avec des passagers en commercial. En privé, tant que vous voulez. Et ça s'est répandu, même maintenant, l'Europe a pris du temps un peu, mais je pense que ça fait 2 ans maintenant, ils ont autorisé le vol de nuit sur les monomoteurs. Donc, puis ça va même plus loin. Prenez un Caravan qui est modifié pour les parachutes avec un Supervan 900 avec la garette. Oui. Il n'a plus son PT6, il perd son rating qui ne reviendra jamais. À moins qu'il revienne en configuration. Mais il fallait que tu le fasses à l'usine. Oui, non, mais. Ça n'existait pas. Si tu remets l'avion comme il est sorti d'usine, il est correct. Non, OK, je pensais que c'était vraiment une question de faut que l'installation il faut qu'il revienne en configuration d'usine. Okay. Mais c'est sûr qu'avec, encore une fois, ces chiffres-là sont importants parce que ça montre bien que, 400, combien je dis? Ça a dû être une méchante vache à lait. Mais 478 millions d'heures de vol, là. T'imagines-tu le data qui revient chez Pratt? Je veux dire, cette fiabilité, elle s'est bâtie à travers les années. Oh, absolument. Qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des collègues qui travaillent chez Pratt au soutien technique qui me disaient que des in-flight shutdowns, là, des moteurs qui s'éteignent en vol pour cause mécanique, là, pas parce qu'il manquait de gaz, là. Pas parce qu'il manquait de gaz. Pas parce qu'il manquait d'huile. Ça arrive jamais. Exactement. Wink, wink. Ça arrive presque plus. Oui, parce que au point où ils en sont rendus, tu prends un échantillon d'huile, tu dis le nombre d'heures que tu as sur ton moteur, tu envoies ça chez Pratt, puis ils sont quasiment capables de te prédire combien d'heures il te reste. Avant qu'un bearing fail ou quoi que ce soit. Tel bearing ou tel. Absolument. Ou tel compresseur, là, ça s'en vient, il te reste tant d'heures de vol. Oui. Et fait que tout ce data-là a permis de driver ces systèmes-là d'analyse. Là, donc, c'est de la maintenance préventive. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Là. C'est le moteur le plus fiable. C'est la principale source de revenus de Pratt & Whitney Canada. Tant la vente que le service après-vente. C'est le moteur le plus fiable parce que c'est le moteur qui en a le plus. As-tu une idée un peu de quel genre de proportion de revenus ça a représenté chez Big Pratt? Bien, on n'a pas... Le problème qu'on a avec ça, c'est qu'on n'a jamais les chiffres de Pratt & Whitney Canada. C'est jamais segmenté. C'est intégré. C'est intégré dans Pratt & Whitney, qui, elle, est intégrée dans UTC. On a les chiffres de Pratt & Whitney, mais... Et là, ça devient... Bonne chance pour le deviner, parce que là, tu as tous les autres moteurs. Beaucoup trop de complexité. Trop de moteurs, trop de choses. C'est le chiffre le mieux gardé. Mais... En même temps, ils sont restés ouverts. On sait que Pratt US, c'est les années 2000... Bien, 90 et 2000, il en doivent une à Pratt Canada parce que le PW4000, il a coûté une beurrée à Pratt US. Il continue à coûter cher. Et il continue à coûter cher. Pratt Canada, je pense, a aidé à soutenir son grand frère plus souvent qu'autrement. On peut dire que c'était une bonne source de revenus parce que dans les 10 dernières années, si tu enlèves, je suis pas sûr, si tu enlèves Bombardier, la compagnie en aérospatiale au Canada qui a investi le plus en recherche et développement, c'est Pratt & Whitney. Oui. Pratt & Whitney a dépassé Bombardier quand Bombardier a arrêté le développement du C-Series. Oui, absolument. Alors, on parle grosso modo de 250 à 500 millions de dollars par année et ils ont maintenu les investissements pendant la pandémie. Puis ce qui est intéressant de mentionner aussi, c'est que même sur des programmes de Big Pratt, la participation de Pratt Canada à ces programmes-là, à ce programme-là, par exemple, parce que là, je pense bien évidemment au Geared Turbofan, Pratt Canada a développé beaucoup de pièces, systèmes, a travaillé sur beaucoup de choses sur ce moteur-là. Fait que le moteur, par définition, il est considéré comme un gros moteur, donc un moteur de Big Pratt. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été développées, travaillées, redesignées ici à Montréal, dont entre autres, par exemple, la fameuse gearbox. Je me souviens plus. Le coût d'un overhaul sur un PT6, c'est combien? Ça dépend de quel modèle. Combien d'heures qu'il y a? On parle quoi, 125 000 de... Oh non. Mettons un 67B, non, c'est plus que ça. Un overhaul sur un 67B, on est aux alentours des 300 000. 300 000. Bon. Mettons, 300, soyons conservateurs. Ça dépend à quoi, là? Mais 200 000 par overhaul sur 29 000 moteurs en service. Je peux vous donner une petite idée, là?
En général, en aéronautique, on dépense à peu près 3% de nos revenus en R&D. OK. Faites un petit produit croisé. Mais et voilà. André, il n'y a pas juste Pratt qui a roll des PT6, là. Oui, Non, il faut faire attention parce que Oui, tu peux envoyer ton moteur chez Vector, chez Standard Aero. Oui, mais Standard Aero. les shops, oui, mais les fournisseurs autorisés achètent leurs pièces de chez Pratt, par contre. Oui, c'est vrai. Et leur librairie, etc., etc. Il y a plusieurs Il y a lignes aussi de les revenus. Grey Shops. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Mais puis moi, ce qu'on m'a déjà dit, je sais que quand tu demandes à Pratt & Whitney quelle est la raison, la cause principale d'arrêt moteur en vol sur un PT6, Oui. oups, on frappe comme le mur du silence, là, tu sais. Ben, c'est parce qu'il manque en de fait, gaz. ce qui arrive, C'est manque d'huile. ben oui. Ben, pas juste ça, André. C'est moi Le ce que je manque me suis fait d'huile, dire c'est le souvent- bouchon Ouais. d'huile mal vissé quand le pilote fait son inspection. Mais ça, le c'est mécanicien. son. C'est mais de ça, l'erreur humaine. puis l'affaire qui arrive, c'est mais qu'on ça, ne veut pas embarrasser les. Ça, souvent, c'est ce qui arrive, les c'est que clients. quand tu as une manque d'huile, c'est que le moteur va être fermé par l'équipage. Oui. Le moteur qui arrête tout seul, là, dans son coin, sans rien demander à personne, parce qu'il n'y a plus de fuel. Ah oui, ça, OK, oui. Parce que si tu voles l'avion, puis j'ai plus de pression d'huile, qu'est-ce que je vais faire? Je ferme le moteur ou je le détruis? Je ferme le Puis je veux moteur, pas puis- retourner le fer dans le plein, mais il y en a qui savent c'est quoi un arrêt de manque de panne d'essence en vol. Ça se peut. C'était des PT6, C'est mais le Juste, problème était 18 pouces en arrière du steering. Oui, mais j'aimerais ça finir sur une belle note. Oui. À part les avions, Oui. dans quoi d'autre qu'on a mis des affaires? À part les trucs volants, dans quoi d'autre? Il y a eu des vas-y, voitures Olivier, quand même, là. Vas-y, Olivier. Moi, là, c'est la Lotus 56. Ouais. Ça, Ouais. c'est mon coup de cœur. Moi, c'est le turbo-train. Ah, bon, rien, ça. Non, mais c'était un Lotus train 50 futuriste. Oui, non, mais attends. La Lotus 56 a tellement dominé la course au Indianapolis 500 qu'ils ont changé les règlements pour plus que ça se produise. Oui. Puis ils ont perdu la course à cause d'un bearing à 5$. Ouais. C'est Lotus qui avait mis un PT6 dans une voiture de course pour les 500 000 d'Indianapolis. Mais ils ont tellement dominé la course, mais dominé, là. Qu'on a écrit après qu'on ne pouvait pas mettre des turbines dans les Exactement. voitures. S'il n'y a pas ça qu'ils ont écrit, ils ont dit les entrées d'air des voitures ne doivent pas être plus que telle grandeur, c'est éliminer les turbines. Ouais. Automatiquement. Mais D'accord. moi, ce qui m'impressionne. C'est dominé comme les Canadiens dominaient dans les années 60 qui ont refait les règlements des punitions parce que l'équipe est trop forte. Là. C'est dominé à ce niveau-là. C'est carrément ça. Ce qui est impressionnant dans le cas du PT6, 60 ans plus tard, c'est de voir qu'il n'a pas été déclassé encore comme moteur. Il a été choisi par Cessna pour le Caravan, entre autres. Oui. Et quand tu sais que dans l'industrie aérospatiale, il s'investit des centaines, voire des milliards de dollars par année en recherche et développement. Oui. Et en 60 ans de recherche et développement, personne n'a encore réussi à détrôner le PT6. Ben, j'ai un pense que la beau leçon- Walter M601, là. Dans ce cas-là, je pense qu'une des leçons, c'est que l'investissement en continu dans l'amélioration a fait que personne n'était capable de le rattraper. Si on s'était assis sur nos lauriers à Longueuil, ça aurait Oui. été terminé. Mais le principe de base est demeuré. Absolument. Absolument. Tu veux Oui, un tout à fait. GE Catalyst dans ton Cessna Denali? Beach mais, Denali? mais honnêtement, je suis en tant que expert en turbine, je demande à voir. Ouais. Je suis curieux. Je suis sincèrement curieux. J'ai hâte de voir s'il va toffer. Mais Le Catalyst, là? oui, mais le là, GE Catalyst, parce là? que là, Ouais. le Catalyst, pour les gens qui ne savent peut-être pas, c'est General Electric a racheté la Walter en République tchèque. C'est devenu la série H. Le M601 qui est, si on veut, un ersatz de. Mais c'est de devenu la PT6. série H. Il y a le H80, le H120, puis là, le Catalyst, c'est un clean sheet design dans lequel ils ont appliqué tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils ont développé à C'est travers un concurrent potentiel. au PT6, installé sur le Cessna Denali. Le Beach Denali. Cessna Denali. Ils l'ont Cessna. envoyé chez Beach. Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison. exactement, Mais il a messieurs, raison. Est-ce que vous suivez l'actualité? Ben Ben oui, oui, excuse-moi, il a- mais là, le Olive Beach m'a Denali. pas appelé. Fait que, Vous n'avez qu'un travail. C'est vrai. Mais non, ça fait que. Je regarde toi, André. Non, ben ça a été. Moi, j'ai Make it trouvé fast. ça. Ça a été on s'en est parlé, ouais. juste avant Scotch. Ouais, juste avant ça. Donc, oui, c'est vrai, c'est Cessna développe un avion qui est entre le TBM et le PC-12. On pensait qu'il allait être chez Cessna, mais finalement, ils l'ont envoyé chez Beach. Parce qu'il est turboprop. Ben, ils ont un caravane. Ouais, Ouais. C'est turbo-propre. merci. C'est plus au niveau pressurisé à hélice, je pense. Ça, c'était la belle note pour finir? Non, en fait, non, ce qu'on veut savoir, c'est que est-ce que le GE, le Catalyst qui est dans cet avion-là, dans le Denali, est-ce qu'ils vont rester longtemps dans le Denali ou est-ce qu'ils vont faire comme finalement on met un PT6 là-dedans? Ça va dépendre de comment il va toffer. Ouais. Le moteur a 60% des pièces qui sont imprimées en additive manufacturing. Et il y a quelque chose comme 30 ou 40% moins de pièces qu'un moteur équivalent, donc qu'un PT6. Fait qu'on va savoir, en utilisation, il n'y a rien
qui peut battre une entrée en service. Ouais, on va le savoir quand ça va commencer à rouler. C'est là qu'on va voir ça. Parce que le catalyse, moi, de la façon dont j'ai compris ça, il y a 3 sections. Oui. Et tu vas pas jouer. Les mécaniciens vont pas jouer dedans. Tu remplaces la section. C'est simple, mais en même temps, c'est dispendieux de remplacer une section. Puis il faut voir aussi combien ça va coûter à opérer, parce que n'oubliez pas qu'il y a 3 turbines. Il y a 3 disques de turbines. Comme un gros PT6. Non, PT6, il y en a juste 2, qui est déjà beaucoup. Donc, ça fait plus un disque de plus, c'est plus qu'un. des blades. Je me trompe avec les compresseurs. Comment? Parce que le petit PT6, il y a 3 compresseurs, puis le gros, il y en a 4. Le gros PT6, il y a 4... Le gros, le large, là, il y a 4 étages axial et un... c'est ça, je me trompais. C'est celui qui est derrière toi, ça, c'est un small. Ouais. Moi, j'ai volé un small, puis des gros. Excusez. Puis ça, c'est la grandeur nature. Là, les gens qui se demandent, là, c'est la grandeur nature. Il y a pas, c'est pas, non, c'est un vrai, c'est pas un modèle. Oui. Ça, c'est un small. C'est un cord. Puis d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, tout savoir sur le PT6, moi, je connais une compagnie qui donne une excellente formation qui s'appelle Mentor Aéro. Paraît! Il paraît, oui. On donne des coachings, il paraît. Surveillez le calendrier de l'automne, chers auditeurs. Mais sérieusement, si vous êtes juste curieux, ça fait combien d'années, Greg, tu donnes des formations sur PT6? Sur PT6, ça doit faire à peu près 10 ans. 10 ans. Ouais. T'en as. Puis dans le local ici, tu as un PT6 complet, tout en pièces détachées. Probablement 2. Probablement 2. En pièces détachées. Moi, je suis shop grise. Ouais. C'est tout des dons, des affaires que j'ai ramassées à droite à gauche. Moi, je ne veux pas donner de conseils, mais moi, j'en montrais un, puis je mettrais ça comme une table de salon, comme dans la décoration dans le salon. Ça a déjà été. Ça a déjà été. Ça, OK. Voilà. Mais il a fallu que je l'évacue. All right. Ça, c'était la note de la fin, mais d'accord. Exactement. Alors, non, félicitations. Mais écoute, longue vie au King. Oui, absolument. Puis longue vie au King. Puis habituellement, moi, je ne suis pas pour l'utilisation de superlatifs quand je veux vanter quelque chose, sauf pour le PT6. On peut parler que c'est vraiment extraordinaire, que c'est un super moteur. Puis dans le fond, moi, quand je regarde l'histoire de l'industrie aérospatiale québécoise, là, le PT6, il marque le début de la maturité pour l'industrie aérospatiale québécoise parce que c'est le premier grand succès et technique et commercial de l'industrie. Absolument. C'était le début d'être pris au sérieux. Ouais. Et de l'écosystème. C'est magnifique ce qui a été fait. C'est le King. C'est le King. Oh, c'est le King Air. Long live the King. Oui, longue vie au roi. Excellent. Là-dessus, chers auditeurs, merci infiniment d'avoir été parmi nous cette semaine. C'était Claudia Ouellet, Grégory Blanc, Olivier Lacombe et André Allard. Merci tout le monde. Bonne semaine. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou encore votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez notre site web mentoraero.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod@mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.